On va donc commencer la conférence de Monsieur Orsena. Donc, avant son intervention, je vais le présenter en quelques mots. Donc, bien sûr, vous le connaissez tous, tout d'abord en tant qu'écrivain et à travers son célèbre livre « L'exposition coloniale » qui a eu le prix Goncourt en 1988. L'allusion avec Pasteur était aussi l'occasion de rappeler qu'il est membre de l'Académie de France, élu au fauteuil 17, justement, de Louis Pasteur. Il est économiste de formation, ce qui, en fait, s'entend bien et se retrouve beaucoup, en fait, dans les nombreux livres qu'il a écrits. Il a été enseignant-chercheur, mais il a été également conseiller culturel de François Mitterrand dans les années 80 et membre du Conseil d'État pendant 20 ans. Voilà, parallèlement à ses romans, il a écrit des essais très accessibles sur les enjeux globaux, mondialisation, environnement. Vous en connaissez forcément quelques titres. Voyage au pays du coton, Sur la route du papier, L'avenir de l'eau, à lire absolument. Et il est aussi à l'origine de la création de l'ONG Initiative pour l'avenir des grands fleuves avec la Compagnie nationale du Rhône. Il assure la présidence de cet organisme qui est devenu un véritable réseau d'expertise orienté vers les enjeux globaux tels que eau, mais aussi climat, énergie, biodiversité. Et enfin, il est également partenaire de la start-up Mycophyto, qui produit des biostimulants agricoles à base de champignons mycorhiziens, dont vous le savez peut-être, ont la propriété naturelle d'améliorer l'absorption de l'eau et des nutriments par les plantes. Donc, je lui passe la parole. Alors, après cette leçon magistrale de chimie, franchement, plus ça va, plus je regrette de ne pas avoir travaillé la chimie. Parce que quand on est passionné par la vie, c'est quand même tout à fait contradictoire de ne pas connaître, d'avoir été éduqué dans ce qui est le cœur de la vie, franchement. Alors, comme je l'ai dit précédemment, j'ai choisi les matières premières, ce qui m'a conduit à enseigner pendant longtemps. Et mon premier cabinet ministériel, c'était le cabinet du ministère de la Coopération. J'étais en charge de toute l'économie multilatérale, du temps où il y avait, vous savez, le multilatéral. C'est-à-dire, on se mettait un peu ensemble et puis on voyait qu'on pouvait peut-être avancer en étant ensemble. Et puis une conception qui s'appelait le co-développement. Si on pouvait développer ensemble, ce serait plutôt mieux que se faire la guerre. Et c'est pour ça que dans ce cabinet, le ministre étant Jean-Pierre Cotte, j'étais en charge donc des matières premières, donc le café, le cacao et aussi l'uranium. Donc c'était des questions clés. Et puis après, donc, j'ai fait des cabinets ministériels, présidentiels, le Conseil d'État, et il y a 20 ans, j'ai décidé de revenir à l'économie. Et j'avais commencé par le coton, comme vous l'avez rappelé. Et puis un jour, je me trouvais en Ouzbékistan, et dans un village, tous les robinets étaient ouverts. Je parle au chef du village, évidemment aidé par un interprète, et je lui dis « Pourquoi vous ne fermez pas ?» Il me montre l'Himalaya et me dit « On aura toujours de l'eau. » Remarque ouzbek, mais remarque française. Quand j'ai publié L'avenir de l'eau après 3 ans d'enquête, on m'a dit « C'est intéressant, vous savez raconter, mais c'est exotique. Nous sommes un pays tempéré. Jamais nous ne souffrirons soit de manque, soit d'inondation d'eau. » Vous voyez ce qui se passe en ce moment? Ou en termes simplement de la quantité d'eau, puisqu'on a beaucoup parlé de la qualité. En résumé, les déserts avancent et les villes se noient. Donc, je travaille sur ce sujet avec passion depuis 20 ans. Je suis ce qu'on peut appeler un travailleur. Et chaque fois que j'entends un spécialiste sur l'eau, j'apprends. Comme ce matin.
Madame, immense merci. Immense merci. Je prépare un petit livre sur les solutions. Et évidemment, vos poudres végétales, vraiment, vont avoir leur place. Alors, moi, je me suis intéressé à la géographie, comme vous voyez avec ces cartes. Et je vais commencer par l'histoire et la géographie d'un fleuve que vous connaissez bien. Et c'est par cette histoire-là que je commence mes cours à l'école de guerre. Le Nil. Comme vous savez, l'Égypte, vous l'avez appris, est l'enfant du Nil. S'il n'y a pas de Nil, il n'y a pas d'Égypte. Il n'y a que du désert. Et depuis la nuit des temps, le Nil est contrôlé, ce qui est très rare, par l'aval, c'est-à-dire l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les pharaons, l'Empire ottoman, et le colonisateur anglais, qui avaient décidé que l'Égypte était propriétaire du Nil. Le Nil, c'est 80% ce qui vient de la droite ici, c'est-à-dire des très hautes montagnes d'Éthiopie, c'est-à-dire plus de 4000 mètres, très hautes montagnes d'Éthiopie, à 80%, et les 20%, ça c'est ce qu'on appelle le Nil bleu, et à 20%, c'est ce qu'on appelle le Nil blanc, qui vient des Grands Lacs, et qui se réunissent au Soudan, pauvre Soudan, dans la ville de Khartoum, qui est le confluent. Alors, quand je vais à Addis Abeba, je rencontre l'ambassadrice qui me dit « Mon confrère égyptien veut vous voir ». Il savait que j'avais eu des liens ou que j'avais des liens avec les autorités françaises. Je vais le voir, un homme charmant, francophone, qui me dit « Écoutez, je sais que après-demain, vous allez visiter le barrage Renaissance ». Qu'est-ce que c'est le barrage Renaissance? C'est un barrage qui a été décidé par l'Éthiopie en prélevant un certain pourcentage des salaires de tous les Éthiopiens, sans rien demander à personne, ni subvention, rien, construire ce barrage pour avoir un peu d'eau quand même. Puisque depuis la nuit des temps, comme je l'ai dit, l'Égypte interdisait à l'Éthiopie de prélever plus de 10 à 15% de l'eau venant de chez elle, c'est-à-dire du Nil bleu. L'ambassadeur d'Égypte, charmant, me dit « Vous allez visiter un barrage en construction. Si ce barrage arrive à son terme, il y a toutes les chances qu'il n'existe plus à très court terme. Ça veut dire nous allons le taper. » La situation est laquelle? C'est que l'Éthiopie, maintenant, c'est 110 millions à 115 millions d'habitants. Donc 10 à 15 millions de plus que l'Égypte. Et que vous voyez l'enjeu énorme de l'Éthiopie, qui a des tas de problèmes internes par ailleurs, révolte du Tigré, etc., pour se développer, elle a besoin d'eau. Notamment pour l'agriculture, a besoin d'eau. Donc elle a besoin de ce barrage. C'est pour ça qu'elle a construit ce barrage. Et donc vous avez là un des lieux de tension les plus rouges de la planète. Alors maintenant, il y a des guerres partout, mais celle-là menace. Imaginez une seconde que l'Éthiopie prenne son dû correspondant à sa géographie. C'est-à-dire que le Nil est un débit énormément diminué. Sans doute, l'Égypte est le pays qui rend à la Méditerranée la plus faible quantité d'eau de son fleuve principal. Elle garde tout, parce qu'elle en a besoin, c'est un besoin complètement vital. Mais imaginez une seconde que l'Égypte décide de taper le barrage de la Renaissance. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est au cœur de la géopolitique actuelle. Parce que si l'Égypte tape l'Éthiopie,
Qui tape-t-elle? En fait, un des lieux où il y a le plus de délocalisation chinoise. Pour une raison très simple, c'est que les salaires en Chine, maintenant, c'est 350 € l'équivalent mensuel, alors qu'en Éthiopie, c'est 50 à 60. Donc vous imaginez l'intérêt pour des tas d'industries, industries chimiques, industries textiles, etc., de se délocaliser en Éthiopie. Voilà exactement l'exemple. Alors pour l'instant, il y a des négociations, mais on sait bien ce que ça donne, les négociations. On a vu ça, on voit ça en ce moment avec l'Iran. Donc il y a une question. Et alors, ce qui est très très frappant dans cette affaire, c'est que il y a encore une vingtaine d'années, les spécialistes de l'eau me disaient « on ne croit pas aux guerres de l'eau ». Parce que c'est tellement vital, tellement important qu'il y a une sorte de dissuasion comme on voit avec l'énergie nucléaire. C'est tellement important qu'ils vont s'entendre, forcément. Autrement, ça aurait des conséquences tellement terribles. Donc, regardez ce qui est en train de se passer en ce moment aux alentours du Golfe. Donc, vous voyez ces questions-là. Ça, c'est le premier exemple que je voulais vous donner. Et vous en avez parlé, madame. Il y a un des éléments qui est très intéressant à se rappeler, c'est que depuis que la Terre existe, il y a la même quantité d'eau qui se métamorphose dans les trois états, l'état liquide, la pluie qui coule, l'état de vapeur, puisqu'il y a des rivières flottantes, en gros, etc. Et puis, il y a des étangs de vapeur au-dessus, notamment des forêts. Et puis, évidemment, la glace. La même quantité. Pour une population qui est maintenant, qui dépasse les 8 milliards. Et surtout, comme vous l'avez évidemment très bien dit, dont les usages sont de plus en plus gourmands en eau. Je ne sais pas si vous avez eu les derniers chiffres de consommation en eau de l'Irlande. On est en train de se rapprocher en Irlande. La consommation des data centers en Irlande pompe entre le tiers et se rapproche de la moitié de l'eau de l'Irlande, qui n'est pas l'endroit le plus sec du monde et le moins dépourvu d'eau. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. D'où une question qui me passionne, ce que vous avez dit aussi sur la question de la chimie, c'est que quand on dit intelligence artificielle, elle repose comme jamais sur du naturel. Qu'on arrête de ce fantasme de l'artificiel comme si ça venait de rien et que ça ne pompait rien du tout. Comment ? Et alors, peut-être si je pourrais venir sur un autre cours sur les terres rares, qui ne sont pas si rares, etc., mais c'est une autre question, mais enfin, pas complètement différente. Donc, vous voyez la question du Nil. Voilà, donc on est en plein dans la géographie. Et je disais à Madame Grujon que c'était très intéressant, cette question de la géographie. Il y a un mois, on rendait hommage à mon ami Régis Debray, à la Bibliothèque nationale de France. On parle de tout son apport sur le concept de nation, d'identité, de spiritualité, etc. Et on m'avait demandé de conclure, et alors, en toute amitié, respect, affection, je dis, écoute, c'est très très bien. Toute la journée, on a parlé d'histoire. On n'a pas dit un mot de la géographie. Donc vous pouvez, comme ça, dans une génération entière qui parle d'histoire et qui s'en fout de la géographie. La planète suivra comme la tendance. Alors maintenant, on va... Mais attendez, parce que je ne vais pas vous laisser... Bon. Alors, on va aller maintenant... Alors, on va maintenant aller au château d'eau du Proche-Orient, c'est-à-dire la Turquie. Alors, il faut savoir que la Turquie, ce qu'on ne sait pas forcément, est un pays aussi de montagne. On fait du ski en Turquie. On fait beaucoup de ski en Turquie. Ça ne paraît pas évident. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 lignes de montagne, chaînes de montagne, qui se succèdent, d'ouest en est ou d'est en ouest, comme ça, en parallèle à l'équateur. Et puis là, et entre les deux, évidemment, il y a de l'eau. Mais la Turquie a eu, à un moment donné, besoin, étant donné son explosion démographique, d'avoir plus d'eau et donc pour soutenir son agriculture. Et tant qu'à faire, si on faisait des barrages, autant noyer les endroits où il y avait des Kurdes. Comme ça, c'est pas mal, on a les deux fonctions en même temps.
Et donc, il y a des barrages partout, avec un grand plan national, je ne vais pas entrer dans les détails, et vous avez les deux fleuves. Vous avez à l'ouest l'Euphrate, en bleu, et le reste, le Tigre. Et donc, ces lieux-là, c'est très, très intéressant parce qu'on est là, dans l'endroit où, à la fois du fait de l'eau et de la rareté, on a créé dans cette partie du monde la première grande civilisation agricole. C'est-à-dire, au lieu d'être des chasseurs-cueilleurs, il y a eu des éleveurs et puis des planteurs, etc., etc. Donc la Mésopotamie, c'est quoi la Mésopotamie? C'est Méso au milieu, Potamos, le fleuve. On est au milieu des deux fleuves. Et c'est au milieu de deux fleuves, non seulement qu'on a développé cette agriculture moderne, mais en même temps qu'on a développé les villes. C'est-à-dire, les villes se sont rassemblées pour gérer au mieux une ressource rare qui était l'eau. Alors, vous voyez, toutes ces questions-là aussi sont extraordinairement sensibles, parce que si les barrages turcs sont mal entretenus, ce qui est le cas, évidemment, ça peut donner des inondations absolument terrifiantes. Et donc, la question là, c'est aussi un endroit de géopolitique extrêmement tendu. Extrêmement tendu. Alors, on peut parler aussi d'Israël, avec évidemment un besoin d'eau énorme. Et on est avec Israël, comme dans tout ce coin-là, un manque d'eau énorme, et d'où des entreprises de désalinisation, de dessalement, comme vous voulez, qui sont absolument, ces usines sont absolument vitales. Vous l'avez bien vu. Et quand on a commencé en ce moment dans la guerre actuelle, quand on a dit on va taper les équipements énergétiques et électriques en Iran, l'Iran a répliqué, moi je tape toutes les usines de dessalement. À ce moment-là, il n'y a plus d'Émirats arabes unis, il n'y a plus de Qatar, il n'y a plus de Dubaï, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau. Donc vous voyez, ces questions, on est en plein dedans dans ces questions. Donc, et il y a des équipements qui sont très passionnants. Il y a un projet qui, pour l'instant, n'a pas été suivi, mais qui était passionnant, c'est de prendre de l'eau de la mer Rouge, de la monter par des pompes, et puis on dessale, et comme ça apporte de l'eau à Israël. Ça baisse le taux de sel de la mer Morte. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses que vous pouvez imaginer. Donc voilà une deuxième partie du monde où les questions d'eau sont extrêmement tendues. On a parlé de l'Égypte et on a parlé de ce château d'eau de tout le Proche-Orient. Alors, si vous avez des questions, on parlera du Jourdain, de ce que vous imaginez. Mais évidemment, dans un pays comme Israël qui a des besoins d'eau énormes, les technologies d'économie d'eau, de recyclage, de reuse, de tout ce qu'on peut imaginer, de goutte à goutte et tout ça, ont été énormément développés. Et donc, voilà ces deux parties. Alors maintenant, on va aller dans un endroit, comme vous avez imaginé, qui est le Tibet. Alors, à 300 ou 400 millions d'êtres humains près, la moitié de la population mondiale dépend d'un fleuve qui descend du Tibet. Vous pouvez imaginer de l'Indus jusqu'au fleuve jaune, Indus, Gange, Brahmapoutre, tous les fleuves qui sont en Birmanie, etc., Mekong, Yangtze et fleuve jaune. Des géants qui viennent tous de là. Alors, il faut tout de même moduler un peu ce que je viens de dire. C'est que les apports d'eau ne sont pas uniquement liés à la fonte des glaciers de l'Himalaya. C'est aussi les moussons. Parce que les moussons sont extrêmement fortes plus vous avancez vers l'est. C'est-à-dire, à l'ouest du bassin, il y a relativement peu de moussons, mais dès que vous arrivez vers l'ouest, c'est-à-dire au Bangladesh, c'est-à-dire en Inde et tout ça, et de tous ces endroits-là, évidemment, l'apport des moussons est plus important. Mais tout de même, s'il n'y a pas de Tibet, il n'y a pas d'Asie. Parce qu'il n'y a pas ces fleuves-là. Alors, je vais vous raconter des petites histoires comme ça qui me sont arrivées. J'étais à Calcutta.
J'étais à Calcutta en mission pour l'Institut Pasteur parce que je voulais voir de ma vie ce que c'était qu'une épidémie, vraiment, une épidémie de choléra. Alors j'ai pris quelques précautions, mais enfin, je voulais voir ça. Je vois le maire de Calcutta et il me dit « Je sais que vous rencontrez dans les jours qui viennent les responsables du Bangladesh. Alors vous leur direz que, vous avez pu constater, la misère chez nous, on n'en peut plus des immigrés. On n'en peut plus des immigrés. Vous leur dites ça très clairement, vous n'en peut plus, on n'en peut plus. Très bien, donc je vois ça, je vais à Dakar, je rencontre le ministre chargé des équipements de l'eau au Bangladesh, et il me dit, je vais rester poli, mais c'était des noms d'oiseaux. Quand vous retournerez à Calcutta, vous direz assez... Bon, vous leur direz que s'ils n'avaient pas construit un barrage sur le Gange, juste avant la frontière avec nous, vous n'en serez pas là. Pourquoi? Parce que quand vous construisez un barrage, vous réduisez le débit. Et qu'est-ce qui se passe dans tous les deltas du monde? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que dans notre ONG, l'Initiative pour l'avenir des grands fleuves, on prête une attention énorme aux deltas. La même chose, quand vous avez une réduction du débit des fleuves, donc il y a moins d'eau douce qui permet de lutter contre la montée des eaux de la mer, du fait notamment de la dilatation, premièrement. Deuxièmement, vous avez moins de sédiments. Donc, d'un côté, ça monte, ça submerge, alors que vous nourrissez plus les deltas. Les deltas qui sont les enfants des sédiments, s'il n'y a plus de deltas. Et comme en plus, dans les temps très très anciens, les deltas ont été des lieux de très forte végétation, lesquelles végétations sont devenues du carbone, c'est-à-dire, et sont devenues, évidemment, des sources d'énergie avec du gaz et du pétrole. Donc, vous voyez la question. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au Bangladesh? Il y avait moins de débit d'eau douce sur un des principaux apports de sédiments, puisque le Bangladesh est un pays de sédiments. Donc, le golfe du Bengale a commencé à se déverser, à envahir les rizières, et le riz a beau être un bon garçon, au bout d'un moment, s'il y a des taux trop forts de sel, eh ben, il ne pousse plus. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont d'abord à Dakar. J'ai jamais vu de ma vie, je crois avoir été dans mon jour voilà, d'ici, dans 120 pays. J'ai jamais vu un endroit où il y a la plus forte occupation de chaque centimètre carré d'espace. C'est-à-dire, les pauvres gens qui cultivaient du riz, envahissent notamment les gares. Ils vivent dans les gares sur les voies de chemin de fer. Ils s'écartent quand un train part ou avance et puis ils reviennent. Donc, ils sont là comme ça. Alors nous, notre ONG travaille énormément en liaison avec ce Bangladesh. Le Bangladesh, qui est donc l'avant-garde, on peut dire, et le miroir de toutes les sociétés, enfin de tout le dérèglement climatique. Parce que c'est vraiment un des deltas les plus importants du monde, 170 millions d'habitants, qui a tout. C'est-à-dire, il y a des dérèglements climatiques énormes, il y a le gonflement du golfe du Bengale, parce que vous savez, ce n'est pas intéressant de réfléchir en moyenne. C'est-à-dire quand vous dites que, voilà, globalement, l'océan s'est dilaté, donc ça a monté d'1 centimètre, etc. Non, il y a des zones où ça monte beaucoup plus. Et c'est l'endroit du monde où, pour une raison très simple, c'est que le golfe du Bengale, il n'est pas profond, il est très chaud. Donc il se dilate. Donc il a tendance à monter plus. Donc vous voyez, ce sont des mécaniques de fluide extrêmement simples. Donc voilà la situation du Bangladesh. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que les Chinois ont décidé de construire le plus grand barrage du monde au Tibet, à l'est du Tibet, sur le Brahmaputra, qui est le deuxième fleuve du Bangladesh. Après, il y a la rivière Magna, mais c'est le deuxième, après le Gange. Vous voyez ce qu'on peut imaginer après. Et donc, c'est ça sur le Bangladesh ici. Et donc imaginez ce barrage. Ce barrage, il aura 3 fois la puissance du barrage chinois sur le Yangtze, les 3 gorges. 3 fois. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que l'énergie, ça vient
des débits, mais aussi de la capacité d'écart de hauteur, parce que les chutes d'eau, voilà, plus c'est important. Là. Et là, vous avez le canyon le plus profond du monde. En 50 km, on perd 2000 mètres. Imaginez ce que c'est. Ce n'est pas le Colorado, hein, qui est un truc de Mickey par rapport à ça. Et donc ils vont faire ça. Donc on a cette situation au Bangladesh. On travaille beaucoup avec les gens du Bangladesh. Une association formidable qui s'appelle Friendship, avec qui on travaille sur cette question. Parce qu'encore une fois, ça concerne le Bangladesh, mais ça concerne aussi la Camargue, dont vous avez parlé, et on va dire un mot. Donc voilà un peu ce qui se passe avec là. Et alors, si on remonte un peu, on va vers l'est, on trouve le Mékong. Et alors on est là dans les contradictions très passionnantes sur les questions d'eau et très terrifiantes. C'est que le Mékong, vous savez, il descend de la Chine, il traverse le Laos, comme ça, il longe la Thaïlande, il traverse le Cambodge et il se jette dans la mer au Vietnam. Quand vous voyez la position des Vietnamiens, ils disent on n'a plus d'eau puisque tous les pays en amont de nous ont piqué l'eau. Et ils ont aussi piqué les sédiments, notamment le sable. On n'a plus de sable. Je ne sais pas si j'aurai le temps, étant donné mon âge avancé, mais j'avais envie de travailler la matière première qui s'appelle le sable. Pour une raison, je ne sais pas si vous avez bien mesuré, on dit du sable, mais il y en a partout du sable. Il y a qu'à aller dans le Sahara, il y a du sable. Eh non. Parce qu'il y a tellement de vent dans le sable, je trouve cette vérité formidablement poétique. Il y a tellement de vent dans le sable que les grains de sable sont trop lisses. Et comme on dit, ça c'est la géologie, ce n'est pas de la chimie, mais il ne peut pas y avoir suffisamment d'aspérité pour tisser les liens. C'est une histoire d'amour formidable. Si vous êtes trop pareil, il n'y aura pas d'amour. Vous voyez ? Donc on peut imaginer, ça fait penser à des trucs là. Tu vois, donc quand vous engueulez, bonne nouvelle. Sauf qu'on m'a dit, mais ça je fais une digression, donc je suis spécialiste des digressions, et on m'a dit ça comme ça, faites gaffe parce que plus vous accumulerez des reproches, moins vous serez proche. Rappelez-vous ça prochain week-end. Et donc on est dans ces questions-là des matières premières. Et la contradiction des Vietnamiens, c'est dire j'ai pas assez d'eau, mais ils ont tellement pris de sable pour construire Ho Chi Minh Ville qu'évidemment ils sont responsables de l'effondrement aussi du delta. Donc vous voyez ces questions, moi ce que vous avez montré et ce que je vis sans arrêt sur les questions d'eau, c'est l'extrême nécessité de travailler ensemble entre les différentes disciplines. Parce que c'est non seulement de la chimie, c'est de la physique, c'est de l'hydrologie, c'est de la diplomatie. Et vous voyez un peu ça. Alors il y a une des institutions qui essaye de mettre un peu d'ordre pour la gestion commune du Mékong, l'autorité du Mékong, mais évidemment, c'est la Chine la patronne. Donc vous voyez, vous pourrez me poser plein de questions, parce que comme vous avez compris, c'est ma passion, ça peut durer des heures, et je peux raconter tout ça. Donc on va un peu continuer. Et alors on va un peu continuer aussi avec quand même le fleuve jaune. Parce que le fleuve jaune descend évidemment du Tibet aussi, et pendant très très longtemps n'arrivait plus à la mer. Pourquoi ? Parce que, deux raisons. La première raison, c'est qu'il traversait juste à la tombée du Tibet un lieu où il y avait plein de leuses, c'est-à-dire une matière comme ça qui se dégradait très très vite, et voilà le Yellow River, et qui se dégradait très vite, et donc le fond du fleuve montait. Donc on mettait des digues, mais plus vous mettiez des digues, plus il montait. Et puis de temps en temps, les digues pétaient, donc il y avait 1 million de morts. Et notamment quand il y a eu l'invasion par les Japonais, on a pété les digues, etc., etc. Et la deuxième raison, c'est qu'on avait développé une agriculture sur des pentes extrêmement raides, ce qui fait qu'il y avait aussi des ruissellements et puis des effondrements. Donc, à la chinoise, ils ont dit c'est pas possible, donc on arrête. Et donc, brutalement, en 2-3 ans, on a arrêté et le fleuve jaune recommence à couler jusqu'à la mer.
Et donc, c'est très, très fascinant. Et quand vous allez en Chine, il y a un endroit, Yangzhou, où vous avez la maquette complète des deux grands fleuves, notamment du fleuve jaune. C'est fascinant parce que vous avez, mais vraiment, site par site, c'est un énorme hangar qui doit faire, je ne sais pas, enfin, une salle de contrôle qui doit faire 60 mètres de long, une maquette du fleuve en temps réel, et qui dit, voilà tel élément, voilà tel barrage, voilà ce qu'il en est, voilà ce que ça, etc. C'est tout à fait fascinant dans la gestion de l'eau. Dernier point, on est maintenant en Afrique, dans un massif forestier qui s'appelle le Fouta Djallon. Ce massif a un rôle clé, il n'est pas haut, c'est 800, 900, 1000 mètres, il n'est pas haut. Il est situé principalement en Guinée, et c'est de ce massif que coulent les plus grands fleuves de l'Ouest africain. Le fleuve du Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Niger. Alors, c'est très très intéressant, vous allez voir pourquoi, parce que je me suis fait planter, mais alors vraiment bien. Parce que j'étais là, j'y étais un certain nombre de fois, pour essayer de défendre la forêt du Fouta, en disant qu'avec des processus que vous connaissez, d'évapotranspiration, etc., un peu comme l'Amazone en plus petit, mais en disant, si vous détruisez la forêt, il n'y aura plus d'évapotranspiration, donc il n'y aura plus de fleuves. Donc il n'y aura plus ces grands fleuves. Déjà que vous voyez la situation de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y aura plus ces grands fleuves. Alors, les scientifiques de l'IRD m'ont dit, c'est incomplet ce que tu viens de dire. Et donc, j'ai modifié un peu ma vision de voir. Parce que, et vous allez voir les liens qu'il faut avoir entre spécialités et entre régions du monde. Car, au-dessus de l'Himalaya, au mois de fin février et mars, il y a un début d'évaporation au-dessus des glaciers, ce qui fait que naît un jet stream à 30 km d'altitude, qui est en sens inverse au jet stream majoritaire, qui est d'ouest en est. Ce jet stream-là, il va en sens inverse, un peu plus haut en sens inverse. Donc il va vers l'ouest. Et quand il arrive à hauteur de l'Afrique de l'Ouest, à partir de la mi-juillet, les conditions de température et de pression sont telles que la vapeur devient précipitation, et ce qu'on appelle en Afrique la saison des pluies. Donc même s'il y avait la transformation de la forêt en savane, il y aurait quand même un peu d'eau, bien moins, mais un peu d'eau. Donc vous voyez les mécanismes, vous voyez comment il faut comprendre l'eau. C'est-à-dire l'eau, ça ne peut pas se comprendre avec une seule logique. Il faut avoir toutes ces sciences, toutes ces connaissances pour comprendre un peu ces mécanismes. Alors, pour finir, on va parler de la France. Alors, en France, on a la chance d'avoir des petits fleuves et qui sont à peu près que chez nous. C'est-à-dire que la Seine, c'est chez nous, la Loire, c'est chez nous. La Garonne, dont on sait que c'est un fleuve qui est dans une très 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 mauvaise situation, parce qu'en été, ça dépend uniquement des relâchés des barrages des Pyrénées, parce que vous savez qu'il n'y a quasiment plus de glaciers dans les Pyrénées. Donc comment est-ce qu'on va faire avec toutes les questions qui sont posées? Est-ce qu'il faut continuer le maïs? En 3 mots, le maïs est une machine végétale absolument fabuleuse, qui produit bien plus de matière que le blé. Elle a un seul problème, cette plante, c'est qu'elle a besoin d'eau à un moment donné où on n'en a pas. Donc elle a besoin d'eau en été, au début de l'été, et là, justement, on n'en a pas. Donc, vous voyez, ce genre de question qui est complètement énorme. Donc, la Garonne, ça va être difficile. Et comme en plus, il y a énormément d'urbanisation, donc on va voir sur l'ancien et nouveau maire de Toulouse, il ne va pas avoir à gérer simplement Airbus. Hein.
et puis ses copains insoumis, ça va être un peu amusant là-bas, ce qui va se passer. Donc, bref, si ça vous intéresse, on peut reprendre. Vous me réinvitez, je vous fais un petit cours sur la Garonne, mais on va parler du Rhône. Alors, vous avez évidemment tout expliqué sur le Rhône. Le Rhône dépend du glacier de la Fourca, c'est-à-dire en Suisse, en Haute-Suisse, hein, à côté du Saint-Gothard. Ça descend, ça descend. L'effondrement du glacier Birch là, de Blatter, c'est très intéressant parce que c'est un des points, un des appoints supplémentaires. Il n'y a pas que le glacier, il y a tous les autres petits glaciers qui, dans cette partie de la Chine, de la Suisse, apportent un peu d'eau dans le Valais, vous savez, tous ces endroits-là, comme ça. Pour qu'il y ait un peu d'eau, ça traverse le Léman, avec un vrai problème d'ailleurs de Léman, parce que si le Léman reçoit moins d'eau, d'abord, comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire aussi en termes de pollution ? Parce que si on diminue, évidemment, le taux de pollution augmente. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec la France ? Alors ça, c'est assez intéressant parce que la relation entre la Suisse et la France sont des relations a priori plutôt bonnes, mais on a mis plus de 15 ans à se mettre d'accord dans un contrat qui n'a été signé que très récemment entre la Suisse et la France pour savoir comment on allait se répartir ce bien commun qui est l'eau. Avec des tas de questions, parce que la Suisse ne voulait pas qu'il y ait une autre centrale nucléaire juste après sa frontière, etc., etc. Donc ça, c'est la première question, le premier contentieux. Mais à l'avenir, il y a des choses qui vont être très intéressantes. C'est que l'apport du glacier, de la Fourca, et puis les autres glaciers va diminuer, c'est sûr. L'apport neigeux, quand vous descendez de l'Isère, va aussi sans doute diminuer. Mais vous allez sans doute avoir un apport de pluie supplémentaire. Donc, une fois de plus, mais là, je parle sous le contrôle des plus hauts scientifiques, ne réfléchissez jamais en termes de moyenne. Quand est-ce que ça coule ? Si vous avez trop d'eau dans un moment où on n'en a pas les plantes n'en ont pas tellement besoin, non seulement ça ne sert à rien, mais ça entraîne évidemment des dommages, comme vous voyez avec les inondations. Donc quand on continue, on arrive à la Camargue. Alors, comme vous l'avez très bien dit, je le rappelle, c'est que la Camargue est pleine de sel. Et de plus en plus plein de sel, puisque la Méditerranée, qui est une mer fermée, se dilate plus vite que l'océan global. Et donc, vous avez une montée du sel, et là, il y a des tas de questions qui se posent. Et c'est passionnant quand vous êtes en Camargue, parce que la question d'eau, c'est une question de gouvernance. Et là, je retrouve ma casquette de conseiller d'État et de membre de cabinet ministériel ou présidentiel. Comment est-ce qu'on partage ? Et comment est la conception ? Il y a des gens qui font du sel et disent on met les salines humides, c'est très important parce qu'on a besoin de sel et si on ne fait pas chez nous, on achète ailleurs et tout ça. Donc on va mettre des digues. Et puis d'autres qui disent non, il faut laisser un peu la part du feu, je veux dire la part de l'eau. Comment est-ce qu'on fait un peu ? Avec des objectifs contradictoires. Quand vous fabriquez du sel, quand vous êtes éleveur, quand vous êtes viticulteur, ce n'est pas la même chose. Donc comment on se met d'accord ? Et là, c'est très intéressant. Vous êtes au cœur de la question de la gouvernance de l'eau. Parce que l'eau, ce n'est pas seulement physique. L'eau, ce n'est pas seulement le moteur de la vie, comme on vous l'a dit très très bien. L'eau, c'est le miroir de nos sociétés. Dites-moi comment tu gères l'eau, à quel prix, avec l'accord de qui, etc. Je te dirai exactement à quelle société tu appartiens. Je vais vous donner un exemple. Sainte-Soline, vous avez vu, la bataille. Quand on me dit, alors, est-ce que tu es pour les bassines ou pas ? Je dis, arrête, d'abord on change de nom. Bassines, ça fait un continent, machin, etc. Donc, moi, je suis pour les retenues. Déjà. Et donc, et c'est marrant parce que à Sainte-Soline,
dans le département des Deux-Sèvres. Quelques agriculteurs aidés, etc., ont fait leur truc, en gros, sans demander vraiment à personne. Dans le département voisin, qui s'appelle la Vendée, tout le monde se parle, depuis toujours. Il y a des retenues partout, beaucoup plus petites, avec un accord total, même des écologistes et tout ça. Donc, c'est l'exemple même que la question qui va nous être posée, c'est la question de gérer le bien commun, un bien commun d'une rareté croissante. Et d'une rareté et d'une force aussi impossible. Et dernier point qui va se poser, c'est que économiquement, de plus en plus de compagnies d'assurance réfléchissent à ça. Comme avec les incendies, il y a des lieux qui ne sont plus assurés. Et que là, on revient à des questions absolument clés économiques. Et là vraiment, c'est ce que j'ai bien connu en tant que conseiller d'État, c'est les plans locaux d'urbanisme. On ne peut pas construire partout dans des endroits inondables, parce qu'on l'a fait, parce que, etc. Et comment est-ce qu'on fait? Donc vous voyez en 40 minutes le nombre de disciplines qu'on a abordées. Évidemment l'hydrologie, évidemment la géographie, évidemment, etc. Plus la médecine, plus le droit administratif, plus... Enfin, c'est ça l'eau. C'est pour ça que c'est si passionnant. C'est pour ça que c'est... Et c'est pas un hasard si on prend, comme vous l'avez si bien expliqué, l'eau c'est le lien. Donc pour comprendre le lien, il ne faut pas rester dans un silo. Je vous remercie.